pense qu'on peut commencer si tout est en ordre. Bonjour tout le monde. Magali Girard, je suis la directrice générale du CIX, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Luc Côté et Amélie Lavoie, tous les deux de l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ. Ils vont venir nous parler de l'enquête québécoise sur la parentalité, dont l'objectif général est de tracer un portrait de certains aspects de la vie des parents d'enfants de 6 mois à 17 ans. Et si je ne me trompe pas, là, ça inclut plus de 19 000 parents dans cette enquête-là. Luc est statisticien à l'ISQ depuis 96 à la direction de la méthodologie et Amélie est professionnelle de recherche depuis 2005 et travaille actuellement à la direction des études longitudinales. Je ne parlerai pas tellement longtemps, là, juste avant de leur céder la parole, juste pour vous dire que, comme vous voyez, leur présentation, elle est enregistrée et sera rendue disponible sur notre chaîne YouTube. Puis le format est toujours le même, c'est une présentation d'une trentaine de minutes et suivi d'une période de questions, puis on termine à 13 heures. Je vous invite, là, si vous avez des questions, à l'inscrire dans le chat ou dans la section questions-réponses euh, de Zoom ou encore attendre la période de questions là, pour poser vous-même vos questions. Alors, sans plus tarder, merci beaucoup à Amélie et Luc de venir présenter ce midi. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez, me voyez? Non? Oui, c'est bon, parfait. Désolée, hein, c'est pas toujours simple. La technologie. Donc oui, Amélie Lavoie de l'Institut de la statistique du Québec. Aujourd'hui, avec mon collègue Luc, on va vous présenter l'enquête québécoise sur la parentalité. Donc, dans la présentation, je vais aborder très rapidement le contexte et les objectifs de l'enquête. Luc, ensuite, va parler des principaux aspects méthodologiques. On va survoler les thèmes principaux qui sont abordés dans le questionnaire, quelques constructions d'indicateurs et on va ensuite aborder quelques faits saillants de l'enquête pour finir par quelques petites informations là, sur les publications et l'accès aux données. Donc, contexte et objectif de l'enquête, c'est une enquête qui a été financée par le ministère de la Famille. Cette enquête-là vise à tracer le portrait de certains aspects de la vie des parents et de les mettre en relation pour mieux comprendre ce que vivent les parents. Le QP fournit des enquêtes qui sont des résultats qui sont représentatifs pour les régions administratives, pour les mères et pour les pères, ainsi que pour les parents qui vivent en contexte de défavorisation. L'enquête devrait être répétée aux 5 ans pour suivre l'évolution de la situation des parents dans le temps. Ça se peut que ce ne soit pas 5 ans parce qu'on m'a dit. Mais ça devrait être répété là, autour de 5, 6, 7 ans après la première, celle-ci. Donc, pour faire cette enquête-là, on s'est basé sur le cadre conceptuel de la parentalité qui a été fait par l'équipe de Carl Lacharité et autres collègues. Dans le fond, ce qu'on sait, c'est que la parentalité, c'est un concept multidimensionnel dont les principales composantes que sont les pratiques parentales, les responsabilités parentales et l'expérience parentale sont influencées par un ensemble de facteurs individuels et environnementaux là, dont on doit tenir compte pour bien comprendre l'expérience, le vécu des parents. On pense par exemple aux caractéristiques même des enfants, les caractéristiques des parents, leur travail, leur relation avec leur conjoint, leurs besoins d'information, le soutien social, etc. Donc, c'est tous des facteurs dont on doit tenir compte pour mieux comprendre la parentalité. Dans cette enquête-ci, on s'est concentré essentiellement sur la composante expérience parentale là, parce qu'on était dans une enquête avec des parents qui ont des enfants d'âge varié, donc qui va de 6 mois à 17 ans. Alors, Luc, je te cède la parole pour les principaux aspects méthodologiques. Donc, principaux aspects méthodologiques, la population visée, parents d'enfants ayant au moins un enfant de 6 mois à 17 ans qui habite avec lui au moins 14 du temps. 14 du temps, qu'est-ce que ça veut dire? On parle, par exemple, d'une fin de semaine sur deux, d'une journée par semaine ou de 4 jours par mois. La base de sondage, c'est le fichier d'inscription des personnes assurées, le FIPA, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, donc la RAMQ.
Le plan d'échantillonnage, c'est un plan stratifié qui tient compte à la fois de la région administrative, du sexe du parent, du niveau de défavorisation qui est fait à partir de l'indice de défavorisation matérielle et de la structure d'âge des enfants biologiques ou adoptifs du parent. Donc, on voulait s'assurer d'avoir des parents là, qui avaient des enfants dans chacune des grandes tranches d'âge. Au total, 476 strates ont été construites et l'échantillon a été sélectionné aléatoirement et indépendamment par strate. On a au total 16 235 mères et 17 068 pères pour un total de 33 303 répondants. Un peu plus de pères parce qu'on sait que les taux de réponse sont généralement un peu plus faibles du côté des pères. Autre aspect méthodologique, donc la collecte s'est déroulée du 14 mars au 21 août 2022. C'est une collecte multimode, c'est-à-dire que les répondants avaient la possibilité de remplir le questionnaire soit sur le web ou au téléphone. En ce qui concerne les résultats de la collecte, on a au total 19 127 questionnaires remplis. Le taux de réponse pondéré est de 62 %. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, un taux de réponse un petit peu plus faible du côté des hommes, donc 58 % et 65 % chez les femmes. Les répondants aussi ont préféré remplir le questionnaire sur le web. C'est le cas de 89 % des répondants. La pondération, donc, nécessaire pour inférer à la population visée, c'est-à-dire les parents d'enfants de 6 mois à 17 ans. La pondération tient notamment compte des probabilités de sélection et des taux de réponse qui peuvent être variables. En ce qui concerne la précision des estimations, les tests statistiques, donc, on utilise les poids bootstrap, 500 poids d'auto-amorçage qu'on utilise pour l'analyse avec des logiciels ou des procédures statistiques qui tiennent compte d'un plan de sondage complexe. Donc, avec SAS, par exemple, Soudan, etc. Dans le rapport, comme on a un très gros échantillon, donc plus de 19 000 par an, on suggère d'utiliser le seuil de 1 % pour les analyses provinciales et de 5 % pour les analyses régionales. Donc, ça fait le tour des aspects méthodologiques. Si vous avez des questions, et Luc peut se connecter plus tard, il pourra répondre avec plaisir à vos questions. Maintenant, les thèmes abordés dans l'enquête. Le questionnaire était divisé en environ une dizaine de sections. Donc, la première section portait sur la situation familiale. Là, on visait à tracer un portrait là, des personnes qui vivaient dans le ménage, l'âge des enfants, la présence d'un conjoint, etc. La deuxième section portait, donc c'était vraiment le cœur de l'enquête, donc l'expérience parentale, satisfaction parentale, stress parental, rythme de vie quotidienne, pression, défis. Une section sur l'utilisation des écrans, donc une thématique assez importante de nos jours dans à peu près toutes nos enquêtes. Donc, l'interférence des écrans, la gestion des écrans, la répercussion sur le rôle de parent. Section 4 portait sur l'emploi et la conciliation travail-famille, donc toutes sortes de caractéristiques de l'emploi, plus une échelle de conflit travail-famille. La section 5 portait sur la perception de la situation économique des parents, donc une petite section avec quelques questions de perception là, au niveau de l'endettement, le fait d'avoir des revenus suffisants pour répondre aux besoins de base et la perception de l'écart de revenus au sein des couples. La section 6 s'intéressait, quant à elle, à la relation coparentale. Donc, on parle du soutien de l'autre parent, de se sentir critiqué par l'autre parent, le partage des responsabilités et le partage des tâches ménagères et domestiques. Section 7 portait, quant à elle, sur la relation avec l'entourage, donc le besoin de soutien des parents et la disponibilité de l'entourage en cas de besoin, lorsque les parents ont besoin d'aide. Section 8 sur les services et les activités, donc fréquentation de lieux publics, d'organismes, l'utilisation des services de soutien à la parentalité. On avait aussi des questions sur la qualité, la perception des parents de la qualité de leur milieu de vie. Une petite section sur la santé aussi, on voulait savoir l'état de santé des parents et des membres de leur ménage. Et enfin, on finissait par un classique, les caractéristiques sociodémographiques. Quelques mots maintenant sur les indicateurs. Dans le fond, dans le rapport de l'enquête, on a utilisé 4 types d'indicateurs. Des questions simples, donc tout simplement une seule question qu'on a utilisée pour créer un indicateur. Ensuite de ça, on avait des indicateurs qu'on appelle les indicateurs relatifs, donc une échelle composée de plusieurs questions et
On calcule un score total à partir de la somme des réponses à l'échelle, puis la distribution des scores est divisée en quintiles. Excusez-moi, c'est ma fille qui m'appelle, je vais la débrancher. Elle veut sûrement me dire qu'elle a eu une bonne note à son examen. Donc, la distribution des scores est divisée en quintiles, donc c'est un indicateur relatif. Score moyen en catégorie. Donc, encore une fois, c'est un indicateur qui est composé de plusieurs questions. Cette fois-ci, on va avoir calculé un score moyen qu'on va diviser par le nombre de questions qui composent l'indicateur et on va distribuer les scores en fonction de certains seuils qu'on va avoir fixés. Et enfin, un quatrième type d'indicateur, c'est un indicateur qui est composé de plusieurs questions. Encore une fois, on va calculer, par exemple, le nombre d'items pour lesquels les parents vont avoir mentionné tel choix de réponse, par exemple, le nombre d'items pour lesquels les parents vont avoir dit souvent ou toujours à chacune des situations données. Donc, on va diviser ensuite de ça ce nombre en catégories. On va pouvoir voir plus loin là, en quoi ça s'applique en vous présentant les principaux faits saillants. Justement, quelques faits saillants de l'enquête. Absolument, ça me prend à peu près 45 minutes pour faire le tour des faits saillants. J'ai dû en couper. C'est un choix douloureux. Tout est intéressant. Je ne sais pas si je vais me rendre jusqu'au bout, mais bon, on va essayer d'en passer quelques-uns. J'ai quand même un bon débit de parlage. Donc, caractéristiques des parents. 53 de mères, 47 de pères. Et ce qu'on a vu, c'est que les pères sont relativement plus âgés que les mères, par exemple. Pour ce qui est de la proportion de parents de 50 ans ou plus, la proportion est de 17 chez les pères et de 8 chez les mères, alors que du côté des parents de moins de 30 ans, 9 chez les mères et 3,8 chez les pères. Quelques caractéristiques socioculturelles. C'est quand même 27 des parents qui sont nés à l'extérieur du Canada. Là, cette proportion-là varie quand même de façon assez importante là, selon la région. Là, à Montréal, Laval, entre autres, c'est plus de 50 là, des parents qui sont nés à l'extérieur du Canada. Il y a 17 des parents qui n'ont pas le français comme langue le plus souvent parlée à la maison. Cette proportion-là, sans grande surprise, va être plus élevée chez les parents qui sont nés à l'extérieur du Canada que chez ceux qui sont nés, ceux qui sont nés à l'extérieur du Québec que ceux qui sont nés au Québec. Scolarité, donc les parents, ça suit la tendance. Donc, les parents sont quand même relativement scolarisés et les mères sont plus scolarisées en général que les pères. Donc, la proportion de mères qui ont un diplôme universitaire est de 49 contre 42,5 chez les pères. 11 des parents perçoivent leur santé comme étant passable ou mauvaise. Donc, c'est aussi 17 des parents qui se perçoivent en excellente santé et 38 qui se perçoivent en très bonne santé. On a aussi posé des questions sur le fait d'avoir un problème de santé chronique, une maladie, une incapacité ou un trouble chronique. C'est 19 des parents qui disent avoir un tel problème ou un trouble chronique. Et au total, 13 des parents sont limités dans leurs activités quotidiennes ou dans leur rôle de parent par ce problème-là. Aussi, ce qu'on a vu dans l'enquête, c'est que 23 des parents ont au moins un enfant avec un problème de santé physique ou mentale chronique, un trouble du développement, un trouble d'apprentissage ou un trouble du comportement. Donc, on n'a pas de distinction sur le nombre d'enfants ou sur les types de problèmes. C'est une question unique ici. Donc, quand même, le quart des parents qui ont un enfant avec un tel problème de santé ou de développement. Quelques caractéristiques des familles. Donc, 73 des parents vivent dans une famille intacte. Donc, c'est une famille qui est composée de 2 parents et d'enfants qui sont tous issus du couple. 17 de parents sont chefs de famille monoparentale et 10 des parents vivent dans une famille recomposée. 21 des parents, donc un parent sur 5, vivent avec 3 enfants ou plus et c'est environ le tiers des parents là, qui n'ont qu'un seul enfant présent au moins 14 du temps dans le ménage. Donc, on parle ici des enfants de 0 à 17 ans. Donc, c'est possible qu'il y ait des enfants de 18 ans et plus aussi dans le ménage.
En ce qui concerne l'âge des enfants, donc c'est un indicateur qui est un petit peu plus complexe puisqu'il dépend du nombre d'enfants dans le ménage. Donc, l'indicateur qu'on a utilisé dans le rapport, c'est l'âge du plus jeune enfant de la famille, mais il est possible avec les résultats de l'enquête d'avoir toutes sortes d'indicateurs sur l'âge des enfants. Mais quand on s'intéresse à l'âge du plus jeune enfant de la famille, c'est 42 des parents qui ont au moins un tout petit de 0 à 5 ans et le quart des parents qui ne vivent qu'avec des adolescents, soit des enfants âgés de 12 à 17 ans. En ce qui concerne les parents qui ont au moins un enfant qui est issu d'une union antérieure, désolée pour la petite coquille, donc c'est 24 des parents qui sont dans cette situation-là et pour ce qui est de la garde, donc on voit que c'est la garde partagée qui est le type de garde le plus répandu, là. En effet, quand on s'intéresse à la garde du plus jeune enfant issu d'une union antérieure, c'est 43 des parents là, qui sont dans cette situation-là et 36 des parents ont la garde à temps plein de leur plus jeune enfant issu d'une union antérieure. Situation économique des familles. Donc, 17 des parents vivent dans un ménage à faible revenu. 27 des parents disent percevoir le revenu comme insuffisant pour répondre aux besoins de base de leur famille, c'est-à-dire l'habillement, la nourriture, etc. Et c'est 10 des parents qui considèrent que leur famille est assez ou très endettée. 20 des parents vont dire que leur famille n'est pas du tout endettée. Donc, le cœur de l'enquête, l'expérience parentale, là, la principale composante, là, une des trois composantes dont je vous parlais là, tout à l'heure dans le cadre du cadre conceptuel de la parentalité. On a vu que le rôle de parent peut être parfois stressant. En effet, on a vu que 61-62 des parents là, disent que prendre soin de leurs enfants leur demande plus de temps et d'énergie qu'ils en ont à donner. C'est quand même 17 des parents qui vont mentionner que leurs enfants sont la principale source de stress dans leur vie et environ le tiers des parents vont dire qu'avoir des enfants leur laisse peu de temps ou de flexibilité dans la vie. On a fait un indicateur ici, c'est un indicateur relatif. Donc, on a calculé le score total et on a distribué les scores en quintiles, ce qui nous permet de déterminer quels sont les parents qui ont un niveau de stress parental plus élevé que celui des autres. Ici, on n'a pas des quintiles pur, donc c'est environ 23-24 des parents qui se retrouvent dans le quintile élevé, là, donc le quintile 5. On a aussi posé des questions sur les défis vécus par les parents et ce qu'on a vu, c'est que l'utilisation des écrans arrive en tête de liste. Donc, 39 des parents vont dire que c'est difficile pour eux de gérer l'utilisation que font leurs enfants des écrans. Comme autre défi, soulignons aussi la discipline et l'encadrement. Là, c'est un parent sur 5 qui va avoir mentionné que c'est assez difficile à gérer. Environ aussi un parent sur 5 qui vont dire que c'est difficile de faire le suivi des apprentissages et des travaux scolaires et environ 16 qui vont dire que c'est difficile de gérer les habitudes de vie des enfants. Avec ces 7 items-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé le nombre d'items pour lesquels les parents ont mentionné qu'il était difficile de gérer ces aspects de la parentalité. Et on a divisé ensuite de ça ce nombre de la façon suivante. Donc, les parents qui ont une gestion parentale qui est considérée comme étant difficile ont mentionné trouver difficile de gérer au moins 3 des 7 aspects à l'étude. C'est donc 18 des parents qui se retrouvent dans cette situation-là et 44 des parents vont dire qu'il n'y a aucun aspect qu'ils vont trouver difficile. Donc, c'est une gestion qu'on a considérée qui n'était pas très difficile. Un vécu exigeant, donc un quotidien exigeant aussi pour plusieurs parents. Donc, vous ne serez pas surpris ici. Manque de temps, fatigue. C'est quand même près de la moitié des parents qui disent qu'ils ont l'impression de courir toute la journée pour faire ce qu'ils ont à faire. 35 disent que c'est difficile, qu'ils étaient physiquement épuisés lorsqu'arrivait l'heure du souper. Une proportion similaire aussi vont dire qu'ils manquent de temps pour eux et un parent sur 5 va dire qu'ils ont l'impression de manquer de temps pour leurs enfants. Encore une fois, ici, on a calculé le nombre d'items pour lesquels les parents ont mentionné vivent souvent ou toujours les situations dont on vient juste de parler et ce qui nous permet de dire que 24 des parents, donc le quart des parents, ont un rythme de vie très exigeant, c'est-à-dire qu'ils ont mentionné vivre
souvent ou toujours au moins 3 des 4 situations à l'étude. Dernier indicateur de l'expérience parentale, c'est la pression que s'impose les parents. Ici, on est dans une question unique. Donc, c'est vraiment la fréquence à laquelle les parents ont mentionné s'imposer eux-mêmes de la pression concernant la façon dont ils s'occupent de leurs enfants. Donc, c'est 16 qui disent s'en imposer très souvent. Et si on jumelle, là, dans le fond, si on combine souvent et très souvent, c'est quand même près de la moitié des parents là, qui vont dire se mettre souvent ou très souvent de la pression concernant la façon dont ils s'occupent de leurs enfants. Et on va le voir plus loin si j'ai le temps de m'y rendre, c'est la principale source des parents parmi celles que l'on a étudiées. Quelques caractéristiques de l'emploi. Donc, on a des données sur le travail salarié ou à son compte. Donc, c'est 14 des parents qui travaillent à leur compte. Environ 29 des parents en horaire atypique, c'est-à-dire travail de nuit, de soir, de fin de semaine, horaire régulier. Et c'est 16 des parents qui mentionnaient travailler à temps plein de la maison au moment de l'enquête. Nombre d'heures travaillées, donc les pères travaillent en général moins d'heures par semaine que les pères. Donc, si on regarde la proportion de parents qui travaillent plus de 40 heures semaine, c'est-à-dire le quart des parents, la proportion est plus élevée chez les hommes, 36 que chez les femmes, 15 Conflit travail-famille, donc 6 questions qui ont été posées aux parents sur leur niveau de conflit travail-famille, donc l'impact, si on veut, les répercussions du travail sur la famille. Et ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé un score moyen qu'on a divisé ensuite selon des seuils qu'on a fixés nous-mêmes là, à partir des choix de réponse, puis ce qui nous donne un niveau de conflit travail-famille élevé, c'est-à-dire un score moyen qui va de 3,5 à 5 sur 5. Et c'est environ un parent sur 5 là, qui ont un niveau de conflit travail-famille considéré comme élevé et 55 des parents qui ont un niveau de conflit travail-famille plutôt faible. Quelques données sur les écrans et la parentalité. Donc, on a vu tout à l'heure que la gestion des écrans, c'était le défi qui semblait poser le plus de difficultés aux parents. On est allé un petit peu plus en profondeur. On a posé des questions aussi sur les aspects de la gestion des écrans là, qui leur apparaissaient difficiles et c'est 48 des parents qui disent que c'est difficile de gérer le temps écran. 35 disent que c'est difficile de gérer les moments de la journée où les enfants peuvent utiliser les écrans. Le type d'émission que peuvent regarder leurs enfants a été considéré comme difficile par le tiers des parents et le quart des parents ont mentionné que c'était difficile de gérer le type de jeu auquel les enfants peuvent jouer ou le type d'application qu'ils peuvent utiliser. Ici, encore une fois, on a calculé le nombre d'items pour lesquels les parents ont mentionné que c'était difficile de gérer ces aspects-là de la gestion des écrans. Et ce qu'on a, c'est que 25 à peu près des parents d'enfants de 2 à 17 ans vont dire que en fait, on va dire que ces parents-là ont une gestion des écrans considérée comme très difficile, c'est-à-dire qu'ils jugent difficile de gérer 3 ou 4 aspects de la gestion des écrans. Il n'y a pas juste l'utilisation des enfants qui peut poser problème. Donc, les parents eux-mêmes peuvent avoir une utilisation problématique des écrans. On a posé quelques questions sur cela dans l'enquête. Donc, c'est quand même 43 des parents qui vont trouver qu'ils utilisent trop leur cellulaire lorsqu'ils sont avec leurs enfants. 32 vont dire qu'il leur arrive de consulter leur téléphone alors qu'ils pourraient être en train de jouer ou d'interagir avec leurs enfants. 25 vont dire qu'ils trouvent difficile de ne pas regarder leur cellulaire durant ces moments-là et 14 pensent à ce qu'ils pourraient faire avec leur cellulaire ou leur appareil mobile lorsqu'ils sont avec leurs enfants. Cette fois-ci, c'est un indicateur comme le conflit travail-famille. Donc, un indicateur qui fait un score moyen qu'on a divisé de la façon suivante. Donc, les parents qui ont un score moyen allant de 4 à 6 ont une interférence des écrans considérée comme élevée. Donc, c'est 14 des parents qui sont dans cette situation-là et 68 des parents ont une interférence des écrans jugée plutôt faible. Donc, un score moyen qui va de 1 à 3. Les écrans peuvent compliquer la tâche des parents. Donc,
On a vu que c'est quand même 47 des parents qui vont dire que les écrans ne facilitent pas leur rôle de parents. Il y a 35 des parents qui vont mentionner que les discussions qui entourent les écrans à la maison vont créer des conflits avec leurs enfants. Mais tout de même, c'est 83 des parents en couple qui vont dire être en accord avec leur conjoint ou conjointe lorsqu'il vient le temps de décider à propos des écrans et leurs enfants. Soutien social et pression sociale. Donc, quelques questions sur le besoin de soutien. Donc, on a demandé aux parents à quelle fréquence ils avaient besoin de soutien, soutien émotif, soutien pour certaines tâches, de l'aide pour s'occuper des enfants. Et c'est environ un parent sur quatre qui dit avoir besoin de ces trois types de soutien-là, au moins quelques fois par mois. On a calculé ensuite un indicateur qui nous permet de voir que 9 des parents ont un besoin de soutien considéré comme élevé, c'est-à-dire qu'ils ont mentionné avoir eu besoin au moins quelques fois par mois de ces trois types de besoins-là. Et 53 des parents, eux, ont aucun type de besoin fréquent, c'est qu'ils ont mentionné à une fréquence plus faible que quelques fois par mois avoir eu besoin de ces besoins-là, soit jamais ou une fois par mois. On a aussi posé des questions sur le soutien de l'entourage. Donc, est-ce que l'entourage est disponible lorsque la famille a besoin d'aide? Donc, c'est vraiment un plus hypothétique. Et c'est quand même 47 des parents qui disent pouvoir compter sur leurs propres parents en cas de besoin. 33 peuvent compter sur les parents de leur partenaire en cas de besoin. 31 sur les autres membres de la famille. 24 sur amis ou collègues. Et 12 sur les gens du voisinage. C'est donc au total 24 des parents qui ont un entourage très disponible et 34 des parents qui ont un entourage peu disponible, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent compter fréquemment, souvent toujours, là, dans le fond, sur aucune des 5 sources de soutien. Donc, peut-être parfois, peut-être rarement, mais aucune des 5 sources de soutien, là, ils peuvent compter souvent toujours sur ces 5 sources de soutien-là. Donc, c'est pour ça qu'on constate qu'ils ont un entourage peu disponible. Je vous parlais tout à l'heure que les parents, leur principale source de pression, c'était eux-mêmes. On a quand même posé des questions sur la pression qu'ils peuvent ressentir de d'autres sources de soutien. Donc, 17 des parents mentionné ressentir souvent ou très souvent la pression des autres membres de la famille. 12 ont mentionné ressentir fréquemment de la pression des médias ou des médias sociaux. 7 ressentent fréquemment de la pression des amis, collègues, personnels éducateurs et 4,4 vont dire avoir ressenti de la pression très souvent ou souvent des intervenants sociaux, des professionnels de la santé. Au total, 10 des parents ont mentionné ressentir fréquemment de la pression d'au moins 2 de ces 5 sources-là. Et 68 ont mentionné pour aucune de ces 5 sources-là ressentir souvent ou très souvent de la pression. Milieu de vie et services. Donc, quelques questions ont été posées aux parents sur leur perception de la qualité de leur milieu de vie, si on parle vraiment de certaines caractéristiques de leur logement ou de leur quartier. Ce qu'on voit, c'est que la proportion de parents qui considèrent leur situation plutôt bonne ou très bonne est assez favorable. Là. En effet, le 77 là, on est autour de 80 à peu près, 80-90 de parents là, qui vont dire que leur situation est favorable là, au niveau de la taille de leur domicile, le bruit, au niveau du voisinage, de l'extérieur, la relation avec le voisinage, la qualité de l'air, la sécurité du quartier, la proximité des services, la présence d'espaces verts, la facilité de se déplacer dans le quartier. Donc, c'est une perception, somme toute, relativement positive de leur milieu de vie. Et on le voit dans l'indicateur qu'on a créé aussi. Donc, on a calculé le nombre d'aspects pour lesquels la situation était jugée moyenne, plutôt mauvaise ou très mauvaise. Et ce qu'on voit, c'est que 13 des parents ont une perception qui est peu positive de leur milieu de vie, c'est-à-dire qu'ils ont mentionné au moins 4 aspects là, parmi les 9 là, qui sont plutôt moyens, mauvais ou très mauvais. Les parents ont fréquenté aussi certains organismes au cours des 12 mois
ayant précédé l'enquête. Donc, c'est 14% là, de parents qui vivent dans une famille qui ont fréquenté un organisme communautaire famille, une maison des familles, un centre de loisirs ou un centre communautaire. C'est 35%. 37% des parents vivent dans une famille où les membres, ça peut être le parent lui-même ou d'autres membres de la famille, là, ont fréquenté un club ou une association sportive. Quant aux services de soutien à la parentalité qui ont été utilisés par les parents, là, on a posé des questions là, sur 5 types. Entre autres, 19% des parents ont participé à des activités, des conférences, des cours pour les parents. 13% ont utilisé des services de consultation individuelle, conjugale ou familiale. 6% des groupes de soutien. 3,1% des services de soutien téléphonique et 2,7% des services de répit. C'est donc environ 7 parents sur 10 qui n'ont utilisé aucun type de service de soutien à la parentalité. Toutefois, parmi eux, il y a quand même 15% des parents qui ont mentionné qu'ils en auraient eu besoin. Au niveau des services d'aide alimentaire et matérielle, c'est 5% des parents dont la famille aurait utilisé les services d'une banque alimentaire au cours des 12 mois précédant l'enquête et 4,1% auraient utilisé les services d'une banque de vêtements ou d'autres aides matérielles. Donc, au total, la famille de 7% des parents a utilisé au moins un type de service d'aide alimentaire ou matériel au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. Donc là, j'ai sauté les faits saillants sur la relation conjugale parce que juste ça, j'en ai pour 20 minutes. Grosso modo, on a posé des questions sur le partage des tâches et sans grande surprise, les mères disent en plus grande proportion faire plus souvent les tâches ou les responsabilités parentales et les pères vont mentionner en plus grande proportion que les tâches ou les responsabilités parentales sont partagées de façon équitable ou que c'est leurs conjointes qui les font le plus souvent. Et aussi, on voit que les parents se sentent quand même relativement bien soutenus par leurs conjoints et parfois critiqués. Vous pourrez aller consulter dans le rapport là, ces faits saillants-là. On a aussi un chapitre sur les parents qui sont les mêmes indicateurs ou presque là, pour les parents qui ont une relation avec le conjoint. Donc, pour terminer, pour en savoir plus, donc vous pouvez, j'ai abordé très, très rapidement là, les indicateurs, mais tout est expliqué dans le rapport. Donc, vous avez, à chaque fois qu'on utilise un indicateur, il y a un petit encadré explicatif là, dans chacun des chapitres là, du rapport qui explique comment a été construit l'indicateur. Vous avez aussi la documentation technique et méthodologique qui est disponible sur notre site web ou au CADRISC. Et pour exploiter les données au CADRISC, là, il suffit de déposer une demande au service à la recherche. J'ai mis le lien, mais ce n'est pas trop mon domaine. Tout est expliqué sur notre site web. Donc, il y a le rapport de l'enquête qui peut être consulté, comme je le mentionnais. Sur notre site web, on a aussi des faits saillants, on a une fiche d'enquête, il y a le rapport méthodologique qui a été rédigé par mon collègue Luc et on a aussi réalisé une petite page web là, portant plus spécifiquement sur la parentalité à l'ère du numérique, là, où on s'intéresse entre autres à l'âge des enfants, là, qui est quand même assez importante dans cette thématique. Suivez-nous statistique.québec.ca. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. Vraiment super intéressant cette enquête-là. Je ne sais pas si Luc est sur son micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. Ah, ça fonctionne. Bon, les bon. miracles de la technologie. Mais là, j'ose pas faire activer ma caméra d'un coup qu'il y ait de la boucane qui sort de l'ordinateur, là. Donc, Ouais. On vous entend Fais pas super ça. bien. Fais pas ça. Ben, il nous reste une dizaine de minutes, alors moi j'ai quelques petites questions, mais je vais les laisser de côté, puis je vais faire de la place aux gens là, qui ont participé. Si vous avez des questions à poser à Amélie et à Luc aussi, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main virtuelle ou prendre la parole directement. Et peut-être en attendant qu'on réfléchisse à des questions, moi j'en ai quelques-unes. En fait, je me demandais, cette enquête-là, si il y avait une possibilité, ben, deux questions qui ont un lien, s'il y avait une possibilité de lier ces données-là à des données administratives, là, d'éducation ou de santé qui sont disponibles dans les cas de risque. Ma première question. Puis l'autre, c'était
c'est quoi les liens entre cette enquête-là sur la parentalité et d'autres enquêtes qui sont disponibles de l'ISQ? Je pense à l'ELDEC, entre autres, mais je vois sur le site, il y a aussi différentes enquêtes là, sur la santé des plus petits. Est-ce que c'est possible de lier ces données-là? Est-ce qu'il y a des questions qui sont les mêmes? C'est quoi les liens entre les deux? Euh, Luc, t'es-tu donné T'es-tu? administratif? T'étais-tu, mais à part ça, t'es-tu capable de répondre à la première question? Ben, avec les Est-ce- données administratives, je pense que c'est tout simplement une demande à déposer avec le lien que tu avais donné tout à l'heure, là. Euh, mais Mhm. est-ce qu'on a demandé le consentement? C'est ça, il faudrait vérifier parce que je pense que eh pour bien, faire ça, du... c'est l'autre chose aussi, là. Est-ce qu'on a. Je me souviens pas dans le questionnaire si on demandait l'autorisation aux différentes personnes qui ont répondu, la permission d'appareiller avec des données administratives. Je me souviens pas. J'aurais tendance à dire que non, on ne l'a pas demandé. Je, je pense qu'on ne l'a pas demandé, OK. mais il faudrait se renseigner un petit peu plus, au fond. Pour ce qui est de l'autre question, étant sur l'ELDEC, oui, j'ai mis des questions dans les deux enquêtes qui sont similaires. C'est sûr que c'est des populations qui sont assez différentes quand même parce que ici, on parle de parents, dans l'ELDEC, on parle d'enfants. Donc, on est en train justement de rédiger les rapports de la première collecte de l'étude. Et justement, ma collègue, parce que je suis un petit peu tannée d'écrire là-dessus, fait que j'y ai donné. Mais mais c'est très différent. Donc, on parle de bébés dont le parent a une interférence élevée, alors qu'ici, on parle de parents qui ont une interférence élevée des écrans. Donc, c'est vraiment différent quand même parce qu'on n'a pas la même population visée. Mais on ne peut pas faire de lien officiel, c'est-à-dire on ne peut pas jumeler nos données d'enquête. C'est des données, la base de sondage n'est pas la même, la population visée n'est pas la même. Par contre, nous, ce qu'on vise à travers ça, c'est de plus d'enrichir les résultats, c'est-à-dire que l'ELDEC, ben, c'est un plus petit N, on parle d'enfants. Et si dans une enquête comme l'Occupé, par exemple, on vise à mieux comprendre la conciliation travail-famille, qui n'est pas du tout l'objectif de l'ELDEC, mais dans l'Occupé, on peut faire ça. Et après ça, on peut enrichir nos conclusions, nos introductions de l'ELDEC et vice-versa. Donc, dans l'Occupé, une prochaine version, si dans l'ELDEC, on voit qu'un parent qui a un conflit travail-famille élevé a un impact a des répercussions sur le développement, le comportement des enfants. Ben donc, l'idée, c'est de faire parler nos enquêtes les unes avec les autres, d'où l'intérêt d'aller chercher des questions qui sont similaires, mais on ne peut pas vraiment les jumeler comme tel. C'est bon, ouais. Merci. Non, puis je pensais aussi j'ai vu qu'il y a une enquête, une plus vieille enquête de 2015 là, sur l'expérience des parents de 0 à 5 ans. Tu sais, je sais que c'est pas, il n'y a pas de lien entre les deux, c'est pas les mêmes répondants. Fait que donc, il n'y a pas, il y a rien de longitudinal là-dedans, mais je demandais aussi s'il y avait des questions similaires un peu, tu sais, à 2 temps, quand on questionne les parents, puis isoler les parents de jeunes enfants dans l'occupé. Mais bon, c'est ça. Je comprends que c'est des Ben, enquêtes. en fait, celle-là, puisque j'ai fait celle-là aussi à l'époque, l'objectif, c'est au départ, on voulait avoir certains éléments similaires pour pouvoir peut-être faire des comparaisons, mais faut aller étudier un petit peu la chose, si on est capable, le ministère aimerait ça qu'on fasse une étude comparative sur les parents d'enfants de 0 à 5 ans pour les questions qu'on a de similaires. Donc, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment, il faut étudier la faisabilité là, de la chose parce qu'on a des populations un petit peu différentes. Notre base de sondage est un petit peu différente. En 2015, on avait des parents qui avaient au moins un enfant de 0 à 5 ans qui vivait 40 dans le ménage. Et on questionne aussi les beaux-parents. Ici, on ne questionne pas nécessairement les beaux-parents qui n'ont pas d'enfants à eux. Donc, il y aurait toutes sortes de petits ajustements à faire, mais il n'est pas dit qu'on ne va pas faire peut-être un petit fascicule comparatif entre l'équipe QEPE 2015 et le QP 2022. C'est possible. Super, merci. Puis, ma dernière question, c'est considérant tu sais, le N, la taille échantillonnale, là, quand même j'imagine qu'on peut aller chercher un niveau
comparaison de régions là, au niveau géographique, le découpage géographique peut quand même y aller assez petit. Est-ce qu'on peut... non, pas tant. Ah, Par région, par grande ville, centre urbain, c'est quoi le niveau géographique, là? Jusqu'où on peut aller? c'est les régions administratives. L'enquête a été conçue pour pouvoir produire des données au niveau des régions administratives, mais pas plus finement. Peut-être que pour un indicateur où il y a beaucoup de monde, ça pourrait, mais c'est pas, l'enquête n'est pas conçue pour ça. C'est vraiment pour les régions administratives. N'est-ce pas, Luc? D'accord. C'est bon. Ah, On ne ben, se chicanera pas trop. moi, ça fait le tour de mes questions, puis je trouve ça vraiment intéressant, là, toutes les questions qui ont été posées sur la gestion stress, les écrans, relations avec les enfants, c'est toutes des préoccupations vraiment d'actualité aussi. Je trouvais ça vraiment, puis les différents, c'est ça, indicateurs là, que vous avez mis, vous avez développés aussi. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, ben, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie beaucoup. Merci Amélie pour la présence et Luc de pouvoir s'être connecté à la fin. C'est En vraiment support, apprécié. Oui, en c'est support ça. moral. Merci, Amélie. Est-ce Oui. que, Amélie, Ça fait plaisir. allez-vous partager votre présentation ou Oui, je vais peut-être corriger une ou deux coquilles dedans, puis je vais peut-être en rester, là. Je suis un peu fatiguée. Mais oui, je vais vous l'envoyer avec plaisir. merci, Super, comme ça merci. sera. Oui, ben, c'est ça, on peut remettre ça sur notre site web à la même page où les gens se sont inscrits. Puis Pascal est toujours super efficace pour mettre les enregistrements rapidement disponibles sur notre chaîne YouTube. Puis on fait recirculer ces enregistrements-là pour répandre la bonne nouvelle. Alors, encore merci beaucoup à tout le monde pour votre présence et bon après-midi. Merci, bonne journée. Merci, au Bon revoir. après-midi. Au revoir.